Merci, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir parler dans le cadre de ton cours. Bernard est doublement responsable du fait que je parle ici aujourd'hui, d'abord parce qu'il m'a invité, et puis ensuite parce que moi j'ai décidé de faire de la physique statistique il y a 12 ans, suite au plaisir que j'avais pris à suivre son cours de M2. Donc voilà, si vous n'aimez pas le séminaire, c'est doublement de sa faute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de physique statistique de la matière active, qui est un sujet sur lequel je travaille depuis mon postdoc, que j'avais fait à Édimbourg. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste situer un peu plus ce champ dans le domaine général de la physique statistique hors de l'équilibre. Donc Ulam disait, le mathématicien Ulam disait, à propos de la physique non linéaire, non-linear physics is like non-elephant biology. Et c'est une phrase qu'on peut utiliser aussi pour parler de la physique au-delà de l'équilibre, dire que c'est comme la biologie au-delà des éléphants. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que si je vous dis qu'une bactérie, un arbre et un être humain ne sont pas des éléphants, j'ai énoncé une proposition qui est vraie, mais qui contient très très peu d'informations, parce que la manière dont chacun de ces êtres vivants n'est pas un éléphant n'a rien à voir. De la même manière, si on regarde les conditions pour qu'un système soit à l'équilibre thermique, il y en a beaucoup. Il faut qu'il soit dans l'état stationnaire, que cet état stationnaire soit donné par un pot de Boltzmann, que la dynamique qui mène à cet état stationnaire satisfasse un principe de bilan détaillé. Et il y a d'innombrables manières de briser chacune de ces conditions, et chacune de ces manières donnera naissance à une classe de systèmes différents qui n'ont pas forcément grand-chose à voir l'un avec l'autre, comme la bactérie et l'être humain. Et donc du coup, ce que les gens ont beaucoup fait par le passé, c'est d'essayer d'identifier des classes cohérentes de systèmes hors d'équilibre et de dire des choses utiles à ce propos. Et effectivement, on voit bien que si on regarde des systèmes vitreux, qui sont des systèmes qui admettent un état stationnaire, dont la dynamique satisfait le bilan détaillé, mais qui ne vont simplement jamais atteindre cet état stationnaire, ou si on regarde des rouleaux de convection de type Rayleigh-Bénard, la physique, c'est pas facile de faire une théorie qui va englober ces deux situations extrêmement différentes. Et donc c'est probablement une meilleure stratégie d'essayer de se focaliser sur une classe ou une autre. Et celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est ce que les gens appellent la matière active. Donc ces deux systèmes à gauche, ils ont en commun le fait que la dynamique individuelle de chaque particule aurait tendance à relaxer vers un équilibre thermodynamique. Dans le cas des verres, le temps de relaxation diverge, donc on ne l'atteint jamais. Dans le cas des rouleaux de convection de Rayleigh-Bénard, on a un gradient de température qui empêche le système de relaxer, mais la dynamique en tant que telle des particules individuelles aurait tendance à relaxer vers l'équilibre. Ce que les gens appellent la matière active, c'est un ensemble de systèmes dont la dynamique de chaque particule est fortement hors d'équilibre. Donc, une manière d'illustrer ça, c'est de reprendre ce qui se passe pour un colloïde à l'équilibre. Un colloïde, c'est une particule de taille micrométrique ou moins, on va dire. Là, vous avez une bille de silice qui fait quelques centaines de nanomètres. Et cette bille de silice, si je la plonge dans un bain qui est lui-même à l'équilibre thermique, elle va interagir. Il y a des interactions entre chaque particule de cette bille de silice et les particules du fluide. Et si j'imagine qu'elle se déplace à une vitesse v, les interactions entre le colloïde et les particules du fluide vont avoir deux effets. Il y a un effet moyen qui s'oppose au mouvement, qui est une force de friction. Donc en moyenne, les interactions entre le fluide et la bille vont générer de la dissipation, c'est une force de frottement visqueux. Mais ça, c'est seulement la force moyenne exercée par le fluide sur cette particule. Il y a des fluctuations autour de cette force moyenne. Et ces fluctuations, qu'on modélise souvent par une force de Langevin, elles vont au contraire injecter de l'énergie, et c'est ce qu'on retrouve dans la température. Donc, ce colloïde qui est au contact d'un bain à l'équilibre thermique va lui-même avoir une dynamique qui l'amènerait vers un équilibre thermique. Et ça, c'est lié au fait que les forces de dissipation et d'injection de l'énergie proviennent du même milieu, ce fluide qui est à l'équilibre. Ça contraint ces forces dissipatives et ces forces d'injection à satisfaire un théorème de fluctuation-dissipation, c'est-à-dire que le préfacteur qu'on trouve au niveau de la dissipation, on le retrouve aussi dans la variance du bruit, ce gamma. Le rapport est kT. Si maintenant, au lieu de regarder un colloïde passif dans ce bain, je regarde une bactérie qui nage,
Bon, donc, ici, vous avez une image d'une bactérie qui serait de type Escherichia coli avec des flagelles qu'il peut utiliser pour nager. La dissipation, comme pour le colloïde, vient de l'action moyenne du bain qui s'oppose au mouvement. Par contre, si on regarde pourquoi cette bactérie se déplace, il y a certes une contribution des fluctuations autour de cette force moyenne, mais surtout, il y a le fait que les bactéries mangent, qu'elles ont une source d'énergie à l'intérieur, qu'elles peuvent utiliser pour faire tourner leurs flagelles, et ce faisant, elles ont déconnecté la dissipation, qui est vraiment liée à l'interaction avec le fluide, de l'injection d'énergie, qui lui n'est pas reliée. Et donc, la dissipation et l'injection ne sont pas contraintes par un théorème de fluctuation-dissipation, et c'est comme ça que ce système est mis hors d'équilibre. Donc ça, c'est un peu pour le mécanisme microscopique typique qui crée les systèmes actifs, qu'on trouve beaucoup en biologie, les bactéries, les moteurs moléculaires. Tout à l'heure, je montrais même des êtres humains. Et c'est une classe de systèmes qui a attiré énormément d'attention depuis 10 à 20 ans, je pense pour principalement 3 raisons. Enfin, du point de vue des physiciens, pour principalement 3 raisons. La première raison, c'est que la phénoménologie qu'on rencontre dans ces systèmes actifs, elle est très très riche, beaucoup plus riche que dans les systèmes passifs. Alors, il y a des exemples assez célèbres, les bancs de poissons, les nuées d'oiseaux, etc., qui sont évidemment des choses fascinantes. Même des bâtonnets vibrés qui vont être plus intéressants, enfin qui vont avoir des comportements plus riches que simplement des bâtonnets passifs. Et une des raisons pour lesquelles les physiciens, entre autres les physiciens théoriciens, se sont beaucoup intéressés à ces systèmes, c'est que cette phénoménologie riche, elle est capturée par des modèles très simples. Et donc on peut vraiment, et elle se trouve dans le laboratoire, dans des expériences qui sont contrôlées. Et donc c'est un domaine de la physique statistique hors de l'équilibre où on peut vraiment aller de manip jusqu'à des modèles de théorie très simples, ce qui est là assez rare. Alors, en tant que physicien statisticien, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas forcément d'étudier en détail chacun de ces modèles, qui étaient déjà étudiés précédemment pour leur intérêt propre, mais c'est peut-être d'essayer de regarder, est-ce qu'il y a des phénomènes génériques qu'on va pouvoir retrouver dans la matière active, est-ce qu'on va essayer de pouvoir faire une espèce de petite théorie de ce domaine. Donc moi, je vais vous présenter 3 axes de recherche auxquels j'ai participé avec un certain nombre de collègues au cours de ces dernières années. Je vais tout d'abord vous montrer que simplement déconnecter fluctuation et dissipation, ça va complètement briser toute l'intuition qu'on a de la thermodynamique, et je ferai ça en parlant de la pression des fluides actifs. Ensuite, je vous montrerai que ça peut déboucher sur une nouvelle phénoménologie, donc l'existence d'une phase liquide en absence d'interaction attractive, mais que cette phénoménologie nouvelle peut quand même s'étudier à l'aide d'outils issus de la physique statistique d'équilibre. Et puis, je parlerai en dernière partie du mouvement collectif, où là, on est vraiment dans des phénomènes fondamentalement hors d'équilibre. Donc, le Collège de France, c'est un cadre très solennel. J'ai essayé de... Ça n'invite pas forcément à poser des questions. Vu que je vais essayer de balayer un spectre assez large, je vais peut-être oublier de définir des choses, etc. N'hésitez pas à m'arrêter. Spontanément, j'ai aussi tendance à parler de plus en plus vite. La manière de me faire revenir à zéro, c'est de me poser une question. Alors, je vais commencer par parler de la pression d'un fluide actif. Donc, qu'est-ce que c'est que la pression d'un fluide actif? C'est la force qu'exerce un ensemble de particules actives sur son conteneur. Donc, c'est des choses qui ont été étudiées indirectement depuis longtemps, c'est-à-dire que les gens s'intéressent depuis longtemps aux statistiques des forces actives. Si on regarde par exemple le mouvement des cellules, donc là vous avez l'image d'une cellule et en vert vous avez une partie de son cytosquelette, les fibres d'actine qui sont marquées. Cette cellule, pour se déplacer, elle va utiliser le fait que ces filaments sont mis en mouvement par des moteurs moléculaires, sont capables d'agripper ce qu'il y a l'environnement de la cellule, d'exercer des forces dessus, et toute la motilité cellulaire, pour la comprendre, on a besoin de comprendre comment la cellule exerce des forces. Donc ça, c'est une question au niveau, on va dire, cellule unique. Ici, vous avez des images extraits d'expériences qui ont été faites à l'Institut Curie dans le groupe de Pascal Silberzan, où là, vous avez au contraire plutôt à l'échelle du tissu, c'est-à-dire que vous avez ici d'innombrables cellules qui sont maintenues au début de l'expérience par un masque, c'est-à-dire que là, il y a un espace qu'elles ne pouvaient pas envahir, puis petit à petit, ces cellules vont envahir cet espace, et donc ça, c'est une espèce de modélisation de ce qui se passe quand on fait de la cicatrisation. Je coupe ma peau, et puis elle va repousser et remplir un vide.
Et si on veut comprendre comment on passe de cette configuration à cette configuration, à nouveau, il faut comprendre comment les cellules se poussent les unes sur les autres, comment elles tirent sur leur environnement, et la statistique des forces dans ce domaine. Un dernier exemple, ici, c'est issu d'expériences qui ont été faites par Roberto Di Leonardo à Rome, qui a mis des petites roues dentées asymétriques dans un bain de bactéries. Et quand on fait ça, on a un phénomène de cliquet, de ratchet qui a lieu, et la roue se met à tourner spontanément. Et à nouveau, pour comprendre pourquoi cette roue tourne, il faut étudier la statistique des collisions des bactéries avec cette roue et les forces exercées par ce fluide actif sur cet objet passif. Alors, vous conviendrez avec moi que si j'essaie de vous convaincre que ces situations sont compliquées, je n'ai pas beaucoup de travail à faire. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer qu'en fait, des situations beaucoup plus simples sont aussi très compliquées. Et la situation que je vais étudier, c'est celle qui est dépeinte ici. J'imagine que j'ai un bête conteneur rectangulaire dans lequel j'ai mis un fluide actif qui est simplement dans son état stationnaire. Donc c'est beaucoup plus simple que cela. Et je vais essayer de caractériser la force par unité de surface exercée par ce fluide sur les parois du conteneur. Alors, si j'étais un expérimentateur, il faudrait que je construise une machine qui me permettrait de mesurer ça. Vu que je suis théoricien, il faut que je trouve un bon cadre pour faire ce calcul. Et c'est un cadre qui a été suggéré par Yariv Kafri, avec qui j'ai travaillé sur ce sujet, qui est le suivant. On va considérer une boîte, ici, en noir, dans laquelle on a des particules actives. Chaque point rouge, ici, est une particule autopropulsée, dont je spécifierai la dynamique un peu plus tard. Et je voudrais calculer la force exercée par ces particules sur la boîte. Donc pour simplifier le problème, je vais considérer des conditions bord périodiques en Y. Et en X, ce que je vais faire, c'est modéliser l'interaction entre les murs de la boîte et mes particules par un potentiel répulsif. Donc essentiellement, j'ai mes particules en rouge ici. Au cœur du système, elles vivent leur vie de particules actives. Et puis quand elles s'approchent du bord, elles sentent un potentiel répulsif d'interaction avec le mur, qui fait que la densité de particules, qui était constant au cœur du système, va décroître au voisinage du bord. Alors, la force exercée par un mur sur une particule, c'est facile, c'est moins le gradient de ce potentiel. Réciproquement, la force exercée par une particule sur le mur, ça va être plus le gradient du potentiel. Et donc, j'ai une expression pour la pression. Ce système étant invariant par transition suivant Y, Y va disparaître et j'aurai toujours juste X qui va apparaître. Je prends la densité, qui est le nombre de particules par unité de surface, je l'intègre suivant X, comme ça, j'obtiens une force par unité de longueur, donc une pression en 2D, et j'ai une expression pour ma pression. Si je sais calculer ça pour un système donné, je sais calculer la pression. Juste pour vous montrer que ça marche, si j'ai un gaz parfait à l'équilibre, je sais que ma densité ρ, ça va être ρ0, un facteur de normalisation fois E puissance moins bêta V, c'est simplement le poids de Boltzmann. Si je mets cette formule ici, j'ai l'intégrale de V' E puissance moins bêta V, donc ça va me donner E puissance moins bêta V sur bêta. En plus, l'infini, ça va me donner 0. Dans le cœur du potentiel, V est 0 et ρ vaut 0. Et ce que je vais obtenir dans ce cas-là, c'est simplement la loi du gaz parfait. Ça, c'est probablement la démonstration la plus simple que je connaisse de la loi du gaz parfait. Et donc maintenant, la question, ça va être comment est-ce qu'on calcule ça pour des particules actives. Et je voudrais vous faire remarquer une chose qui est intéressante dans ce formalisme, c'est qu'a priori, quand j'ai écrit cette expression, P semble dépendre du potentiel d'interaction avec le mur. Donc on pourrait se dire que si j'ai un mur chargé, un mur mou, un mur dur, la pression que je vais mesurer va être différente. Et on se rend compte ici en fait que ce n'est pas le cas, puisque quand on fait cette intégrale, la dépendance avec le potentiel disparaît, et cette indépendance de la pression avec le type de mur, elle redit simplement le fait que dans un système thermodynamique, la pression satisfait une équation d'état, c'est une propriété du fluide, et pas une propriété du conteneur. Alors maintenant, on veut refaire ce calcul, non pas dans le cadre du gaz parfait, mais pour des particules autopropulsées. D'abord, il faut choisir un modèle de particules autopropulsées. Je vais regarder deux types de dynamiques. La première, c'est ce qui s'appelle des dynamiques de course et culbute, donc qui est une alternance. Donc on a une particule qui a une vitesse v, qui est autopropulsée, qui va en ligne droite et qui a un taux constant, un taux de changement de direction.
donc d'où vient ce modèle? Essentiellement d'études sur les bactéries. Là, vous voyez un film où vous avez une bactérie E. coli qui arrive. Donc ici, vous avez c'est le corps cellulaire, qui fait typiquement 2 microns. Là, vous avez les flagelles de la bactérie qui sont marqués par fluorescence. Donc elle arrive en nageant en ligne droite. Pour nager en ligne droite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait tourner tous ses flagelles dans le même sens. Et de temps en temps, à cause d'un événement intracellulaire qui arrive avec un taux à peu près constant par unité de temps, vous avez ce qui s'appelle une culbute. C'est-à-dire qu'un flagelle se met à tourner dans le mauvais sens, ça désoriente complètement la direction de la bactérie. Rapidement, toutes les flagelles se mettent à retourner dans le même sens et la bactérie repart dans une nouvelle direction, ce qu'on voit ici. Donc elle est arrivée comme ça, elle repart ici. Et donc une manière de modéliser cette dynamique, c'est ce qu'on appelle les courses et culbutes. Donc il y a 2 paramètres importants, V qui est la vitesse, et alpha qui est le taux de culbute, le taux auquel la bactérie change de direction. Un deuxième type de particules actives qui a attiré beaucoup l'attention des gens, c'est ce qu'on appelle les particules browniennes actives, où là, on représente plutôt la dynamique de colloïdes autophorétiques. Donc là, vous avez des colloïdes qui essentiellement sont immobiles tant qu'on ne met pas de lumière dessus, et puis quand on envoie de la lumière bleue dessus, ils vont se mettre à se déplacer. Donc au début, ce que vous voyez, là, ils gigotent à cause du mouvement brownien, donc essentiellement, ils ne bougent pas. Et quand on envoie de la lumière dessus, on a des particules qui sont autopropulsées. Et donc la grosse différence avec les bactéries, c'est que le mécanisme de réorientation principal, ce n'est pas je marche et je tourne, mais c'est une diffusion rotationnelle continue. Donc c'est les 2 types de modèles auxquels je vais revenir fréquemment dans le séminaire. Ici, à nouveau, les 2 paramètres qui vont contrôler la dynamique, c'est la vitesse et le coefficient de diffusion rotationnelle. Donc si je prends ces modèles, pour calculer la pression, ce que je dois faire, c'est écrire une équation maîtresse pour la densité de probabilité de trouver une particule à la position R allant dans la direction θ. Si la configuration d'une particule, c'est et sa position et sa direction. J'ajoute mon potentiel de confinement, je calcule ma pression, et ce que je trouve quand je fais ça, c'est une expression qui ressemble à la loi du gaz parfait actif. Pourquoi actif? Parce que ici, je n'ai pas ρKT, où T sera la température de mon bain, j'ai ρK fois une température effective. Et si je fais le calcul pour un modèle qui englobe ces 2 systèmes, ce que je trouve, c'est que ma pression, c'est ρ0 fois V carré sur 2 fois l'inverse du temps moyen d'autocorrélation. Sauf que ça, c'est que la moitié de l'histoire. Parce que quand on regarde ce qui se passe sur des particules autopropulsées quand elles arrivent sur un mur, le mur non seulement va exercer une force de répulsion, mais typiquement, il va aussi exercer un couple. Si vous avez une particule qui n'est pas sphérique, si vous avez des frottements, si vous avez des interactions hydrodynamiques, quand votre bactérie va taper dans le mur, elle ne va pas simplement rester toute droite et continuer à pousser comme ça, elle va être tournée par le mur. Donc je dois refaire le même calcul en tenant compte non seulement de la force, mais également du couple. Et quand je fais ça, j'ai une nouvelle expression pour la pression, qui a toujours ce terme en ρKT, ici, et qui a une correction qui dépend du couple exercé par le mur et de la distribution stationnaire. Et alors, ce qui est intéressant dans cette expression, ce n'est pas tant sa forme particulière que le fait que le couple, ici, intervient explicitement dans la pression, ce qui semble dire que la pression dépend du mur, et donc il n'y a pas d'équation d'état. C'est-à-dire que la pression de ce fluide actif, de ce gaz parfait de particules actives, à partir du moment où le mur est capable d'altérer la statistique angulaire des particules, la pression va dépendre des détails du mur, si j'ai un mur en verre ou en agar, par exemple. Donc vous pouvez me dire, bon, ben finalement, dans votre expression pour la pression, avant, il y avait V, et puis il disparaissait quand je faisais l'intégrale. Là, peut-être que si je fais cette intégrale, gamma va disparaître également. Donc on peut prendre un exemple pour vérifier que ce n'est pas le cas. Un exemple pour lequel on peut faire des calculs quasi analytiques, enfin analytiques avec quelques approximations, c'est des ellipses autopropulsées dans un potentiel harmonique. Donc je peux calculer pour ce type de potentiel la force et le couple. Je peux quasiment résoudre l'équation maîtresse, calculer les distributions stationnaires, calculer la pression. Et l'expression que j'obtiens pour des particules browniennes actives, elle est ici. Donc vous avez la densité fois la vitesse de nage au carré. Et ce qui est important, c'est qu'il y a 2 paramètres ici, lambda et kappa qui rentrent. Lambda, c'est la rigidité
du mur harmonique. Et kappa, c'est une mesure de l'asymétrie, de l'anisotropie de mes particules. Si j'ai des particules sphériques, il n'y a pas de couple, et donc kappa est égal à 0. Et quand on plotte la pression en fonction de la rigidité du potentiel et de l'anisotropie des particules, divisé par ρkt, qui serait l'expression sans couple, on trouve que pour des particules isotropes, kappa égale à 0, et donc P est effectivement donné par ρkt, mais qu'au fur et à mesure que l'anisotropie augmente ou que la rigidité du potentiel augmente, la pression décroît. Et donc effectivement, on n'a pas une pression donnée, mais une infinité de valeurs possibles pour la pression. Alors ça, c'est un phénomène qui se comprend assez simplement. C'est imaginez, vous êtes une particule active, vous venez taper dans le mur, donc le mur exerce une force comme ça sur vous, vous exercez une force dans l'autre sens. Pourquoi ? Essentiellement, j'exerce une force sur le mur parce que je pousse dans la direction du mur. Maintenant, s'il y a un couple qui me réoriente et qui m'aligne avec une orientation tangente au mur, ma force active, je l'exerce devant moi et plus du tout sur le mur. Et donc, ça va réduire la pression, et c'est bien ce que vous voyez ici. Vous avez une pression qui tombe en fonction de l'anisotropie. Alors, la conséquence de cette première partie, c'est que la force mécanique exercée par un fluide actif sur les parois du potentiel, de manière générique, ne satisfait pas d'équation d'état. Si vous êtes un expérimentateur et que vous voulez mesurer des forces exercées par des cellules, si vous utilisez différentes sondes, vous allez mesurer différentes quantités, tout simplement parce que procéder ainsi n'est pas une bonne manière, par exemple, de mesurer la manière dont les cellules poussent les unes sur les autres. Elles ne pousseront pas de la même manière sur une sonde et sur d'autres cellules. Alors, néanmoins, il y a des exceptions, et le gaz parfait de particules sphériques, c'est-à-dire sans couple, lui semble satisfaire une équation d'état. Donc quand on est arrivé et qu'on a eu ce résultat, on s'est demandé est-ce que ça c'était une exception ou est-ce que c'était la règle ? C'est-à-dire est-ce que le couple exercé par le mur était la seule manière de briser l'équation d'état ou pas ? Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est aller au-delà du gaz et regarder des modèles en interaction. Donc il y a 3 types d'interactions qui sont regardées un peu tout le temps dans la matière active. Le premier, c'est simplement de mettre des forces répulsives, ou attractives si on voulait, on aura le même résultat, entre les particules. Donc là, simplement, je prends la dynamique de particules autopropulsées, et puis en plus de leur vitesse d'autopropulsion, les particules exercent des forces les unes sur les autres. Un deuxième modèle qui est souvent regardé, c'est ce qu'on appelle des modèles de quorum sensing, où vous avez des particules autopropulsées qui mesurent localement la densité de particules autour d'elles et qui adaptent leur vitesse. Et ça va modéliser ce que pourraient faire des bactéries ou des cellules qui communiquent les unes avec les autres avec des signaux chimiques. En mesurant le niveau d'une molécule chimique, on sait combien de particules il y a autour de nous, et donc on peut ajuster notre réaction. Et un troisième type d'interaction qui est regardé, dont je parlerai dans la fin du séminaire, c'est des interactions d'alignement, donc des couples pas cette fois-ci par rapport au mur, mais entre particules. Donc par exemple, les oiseaux qui, pour voler, s'alignent les uns avec les autres. Et là, ce que je plotte à chaque fois, c'est la pression en fonction de la densité, et les différentes couleurs correspondent à différentes rigidités de potentiel. Et ce que vous voyez, c'est que la situation est extrêmement confuse. Dans le cas de force entre particules, tous mes symboles sont sur une courbe maîtresse. Ça veut dire qu'essentiellement, j'ai une équation d'état. Puisque je change le potentiel, je ne change pas la valeur de la pression. Par contre, dans le cas du quorum sensing ou des interactions d'alignement, quand j'ai différentes rigidités de potentiel, cette fois-ci, j'ai différentes courbes P contre ρ, et donc je n'ai plus d'équation d'état. Donc la situation est assez trouble, d'autant plus que si vous me donnez un système expérimental, moi je ne sais pas ce qu'il fait pour de vrai, je ne connais pas ces interactions, donc je ne pourrais pas vous dire s'il est là ou s'il est là. Et donc on cherchait à avoir un test simple qui puisse dire est-ce qu'un système a ou pas une équation d'état. Donc vu qu'on est des théoriciens, on a trouvé une idée qui est peut-être jolie, mais qui à mon avis expérimentalement va être dure à réaliser, qui est de prendre une cavité dont la densité est homogène, et de la diviser en deux en mettant un mur asymétrique. Par exemple, vous imaginez, vous avez un côté qui a un gel, et puis de l'autre côté un bout de métal. Si vous avez une équation d'état, la pression dépend simplement de la densité et des paramètres microscopiques qui sont les mêmes de chaque côté. Le mur ne bouge pas, il va fluctuer autour d'une position au centre. Si vous n'avez pas d'équation d'état, si vous n'avez pas le même potentiel d'interaction à gauche et à droite, à même densité, il y aura des valeurs différentes de la pression, et donc on devrait voir une compression spontanée du système. Alors on peut faire une simulation
Dans les simulations, c'est assez facile d'imaginer qu'on démarre avec des sphères et qu'on passe avec des ellipses, puisqu'il suffit d'allumer à un moment le couple. Donc là, au début, il n'y a pas de couple. On a des particules autopropulsées ici à gauche et à droite. Là, en vert et en bleu, ce que vous voyez, c'est la portée du potentiel du mur de chaque côté. Donc effectivement, il y a bien une asymétrie gauche-droite. Et quand on allume le couple, on voit une compression spontanée du système. Donc effectivement, pour des sphères autopropulsées, pas de couple, on avait une équation d'état et un mur qui était au centre. Là, j'éteins le couple. Et quand j'allume le couple pour tenir compte du fait que j'ai des particules qui ne sont pas sphériques, on a une compression spontanée. Alors, donc je vais conclure sur cette première partie. L'idée, c'est que on sait bien depuis les travaux de nombreuses personnes, par exemple Couglan-Delot-Kourchan, qu'il n'y a pas une unicité de définition de la température pour un système hors d'équilibre. Si vous prenez une température cinétique, si vous prenez un terme de fluctuation, de dissipation, etc., peut-être que vous pouvez les définir localement, mais il n'y a aucune raison pour laquelle toutes ces températures devraient donner le même nombre. Le message de cette première partie du séminaire, c'est que la pression mécanique qui semble beaucoup moins sensible à la statistique, c'est juste une force, ça vient de la conservation de l'impulsion. La pression non plus, ce n'est pas une fonction d'état, sauf dans des cas exceptionnels, ce qui veut dire que différents manomètres hors d'équilibre vous donneraient aussi différents types de mesures. Et ça, évidemment, ça va affecter très fortement toute l'intuition qu'on tire de la thermodynamique. Donc je vais maintenant passer à la deuxième partie du séminaire, où je vais donner un message avec un peu plus d'espoir, c'est que même si notre intuition qui vient de la thermodynamique est perdue et altérée, on peut quand même faire des choses et comprendre des phénomènes un peu surprenants. Donc, Bernard parlait tout à l'heure de la séparation liquide-gaz dans un système d'équilibre. L'origine de ce phénomène se comprend simplement. On a l'entropie qui cherche à favoriser le désordre. Si on a des interactions attractives entre particules, abaisser l'énergie tend à favoriser la cohésion. On a une compétition entre ces deux grandeurs. Quand on baisse la température, l'énergie l'emporte sur l'entropie. On a apparition d'une phase liquide si on démarre avec une phase gazeuse. Pour modéliser ce genre de choses, on prend une équation de Langevin. Donc la vitesse des particules est donnée par une mobilité fois des forces qui dérivent d'interactions entre particules, et puis on ajoute un bruit de Langevin. Ça, c'est le cadre bien connu. Si maintenant je voulais regarder ce genre de choses pour des particules autopropulsées, la seule différence, c'est que je dois ajouter une autopropulsion, donc je veux dire que ma particule I regarde dans une direction θi et se déplace à une vitesse d'autopropulsion dans cette direction, et puis la direction de ma particule, par exemple, va faire de la diffusion rotationnelle. Ça, ce sera un modèle de particules browniennes actives. Si on fait ça, on a aussi une séparation liquide-gaz, mais cette fois-ci, on n'a pas besoin d'interaction attractive. C'est-à-dire que si je mets des forces purement répulsives ici, vous pouvez aussi observer une séparation liquide-gaz que vous voyez ici en 2D et en 3D. C'est des images qui sont issues de ces publications. Donc là, c'est des modèles de particules autopropulsées qui évoluent avec cette équation et où F est purement répulsif. Et donc, vous voyez des gouttes denses de liquide entourées d'un gaz dilué. Je vais vous montrer une simulation en 2D. Donc là, ce que vous voyez, c'est juste après une décomposition spinodale, vous avez un coarsening. Pour les gens qui connaissent, ça ressemble beaucoup à du Oswald-Ripening, c'est-à-dire qu'on voit des petites gouttes qui s'évaporent, qui disparaissent, et la matière est redistribuée sur les grandes gouttes qui grossissent. Et puis à la fin de cette simulation, on observerait une séparation de phase complète. Donc pour les particules actives, on peut avoir une phase liquide avec des interactions purement répulsives. Est-ce qu'on peut comprendre ça simplement ? Oui. Et pour ça, on va utiliser un résultat qui est dû à Schnitzer dans les années 90, qui avait remarqué que si on prend des particules autopropulsées dont la vitesse n'est pas uniforme dans l'espace, les particules tendent à s'accumuler là où elles vont lentement. Si vous écrivez l'équation maîtresse qui gouverne la dynamique d'une particule autopropulsée, vous allez avoir donc la dérivée par rapport au temps de la densité de probabilité, qui est moins la divergence de V fois P, donc ça c'est simplement l'advection de la probabilité dans la direction dans laquelle je nage, et puis des termes, par exemple il y aura un Laplacien sur θ si j'avais la diffusion rotationnelle. Et la solution stationnaire, la distribution stationnaire de cette équation, c'est simplement P proportionnel à 1 sur V. Tous les termes de collision ici donneraient 0,
Et puis, si P est proportionnel à 1 sur V, V fois P c'est constant, la divergence donne 0. Et alors pourquoi est-ce que ça permet de comprendre ce qui se passe? Ben maintenant, imaginez, vous êtes une particule autopropulsée, vous êtes dans le métro en train de courir pour attraper votre métro, vous êtes dans un couloir où il n'y a personne, vous courez vite, vous arrivez dans un endroit où il y a plein de gens qui vont simplement vous repousser, ben vous allez ralentir. Et donc, une manière de modéliser de manière un peu champ moyen des interactions répulsives, c'est simplement de dire que l'effet de ces interactions, c'est d'avoir une vitesse qui décroît quand la densité augmente. Et alors, si vous mettez ces deux effets ensemble, vous avez une boucle de feedback, puisque là où il y a plus de particules autour de moi, ma vitesse décroît, mais spontanément, les particules actives vont s'accumuler là où elles vont lentement. Donc, plus je suis dense, plus je vais lentement, mais plus je vais lentement, plus je suis dense. Il y a une boucle de feedback, et effectivement, ça vous donne un mécanisme d'instabilité linéaire qui mène à une séparation de phase complète. Alors, ce qui est intéressant sur ce système, c'est que donc on peut faire cette analyse de stabilité linéaire un peu plus rigoureusement, ça marche étonnamment bien, mais en fait, on peut faire beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire qu'on peut partir de l'équation maîtresse pour n particules en interaction au niveau microscopique, faire du coarse graining, donc essayer de les décrire à l'échelle macroscopique, de regarder à des temps qui sont grands devant le temps typique de réorientation, faire un développement en gradient. Et quand on fait ça, on obtient une équation stochastique pour le champ de densité de bactéries ou de particules actives, qui est donnée ici, et qui a la forme d'un modèle B, c'est-à-dire qui est une dynamique d'équilibre. Donc rapidement, la dérivée par rapport au temps du champ de densité, c'est moins la divergence d'un courant. Ce courant, il y a une mobilité fois le gradient de la dérivée fonctionnelle d'une énergie libre. Et puis ici, vous avez un terme de bruit, et ce système, on sait qu'il est à l'équilibre parce que la variance du bruit et la mobilité sont proportionnelles à une constante près. Donc quand on fait le travail qu'il y a derrière ce coarse graining, ce qu'on gagne, c'est l'expression de l'énergie libre en fonction des paramètres microscopiques du système. Et donc si on regarde cette expression, donc là c'est une énergie libre de Landau, c'est-à-dire qu'elle décrit un champ ρ qui est uniforme, il n'y a pas de terme en gradient ρ carré, par exemple, comme on aurait au niveau Ginzburg-Landau. Donc c'est l'intégrale d'une fonction locale. Il y a un terme ici qui est simplement un terme d'entropie, ρ log ρ moins 1, comme pour un système d'équilibre. Et puis vous avez un terme qui vient du fait qu'on a modélisé les interactions sous cette forme V de ρ, qui est la primitive de log de V de ρ. La forme n'est pas particulièrement intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un cas typique de V de ρ qui a une décroissance exponentielle au-delà d'une certaine densité ρ bar, et de plotter, dans ce cas-là, de représenter f de ρ en fonction de ρ. Et ce qu'on voit, c'est qu'on récupère une forme ici en double puits. Et donc ça, c'est une théorie de champ moyen sur un système qui aurait une séparation liquide-gaz. Alors, on peut ensuite faire des simulations microscopiques de particules autopropulsées, que ce soit run and tumble ou active brownienne. Elles ont la même hydrodynamique fluctuante, et quand on regarde les dynamiques de ces choses-là, donc là à gauche, donc on démarre dans un système qui est homogène, le code couleur c'est la densité, chaque point ici c'est une particule active, et au fur et à mesure que le temps passe, vous avez effectivement une séparation liquide-gaz comme prédite par cette théorie, et si je vous montrais simplement les évolutions des champs de densité, vous seriez incapable de dire ce qui est des active Brownian particles ou des random particles. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'universalité dans ce système qui est à l'échelle mésoscopique décrite par la même équation. Donc ça, c'est un résultat qui a été assez surprenant parce qu'on sait que ce modèle, microscopiquement, il est hors d'équilibre. Sa dynamique, elle est hors d'équilibre. Néanmoins, quand on fait le coarse graining aux plus grandes échelles, on récupère une dynamique effective d'équilibre. Alors, si je faisais mon développement en gradient à l'infini, je devrais récupérer le fait que j'ai un modèle hors d'équilibre. Et en fait, ça arrive très vite, puisque si je veux décrire un phénomène de séparation liquide-gaz, il faut que j'aille au moins 2 ordres de grandeur suivants en gradient pour avoir la tension de surface. Et en fait, à ce niveau, gradient 4, le mapping vers un système d'équilibre est brisé. Néanmoins, c'est seulement des modifications quantitatives, c'est-à-dire que qualitativement, tout ce que vous prédisez avec l'énergie libre se passe bien, mais quantitativement, par exemple, si vous voulez calculer les binodales, il y a des petites modifications.
Donc c'est un phénomène qui est très générique. On l'observe pour des particules autopropulsées, comme je le disais tout à l'heure, avec des forces répulsives. On a aussi regardé des modèles sur réseau, basés sur des processus avec de l'exclusion partielle, dont Bernard parlera probablement. Donc là, il faut imaginer les particules font une dynamique de type totally asymetric action process. Elles sautent vers l'avant à taux constant, et puis de temps en temps, elles changent de direction, et elles sautent, et elles ne peuvent sauter que sur des sites qui sont libres. Et on observe de la même manière une séparation liquide-gaz. Dans les manips aussi, quand on prend des colloïdes autopropulsés, on voit la formation de clusters. Alors il y a beaucoup de débats. Les colloïdes autopropulsés, ils sont autopropulsés en consommant, ils s'autopropulsent avec des forces phorétiques en consommant un réactif. Il y a des gradients, donc il y aura des interactions phorétiques entre les particules. Donc est-ce que vraiment dans ces systèmes il y a simplement autopropulsion-répulsion? Ce n'est pas clair du tout. Il y a certains papiers qui le disent, mais ce n'est pas évident. Néanmoins, à nouveau, on démarre ici d'un système qui est homogène, et on a des particules qui sont autopropulsées là, et puis donc vous voyez la formation. Donc ici, c'est tellement dense que c'est carrément de l'ordre cristallin, donc c'est pas liquide-gaz, c'est une coexistence solide-gaz. Et donc on a l'impression de voir un coarsening au moins à l'échelle de cette manip. Et là, s'ils n'ont pas pu faire des simulations beaucoup plus grandes pour voir si on aurait une séparation de phase complète. Alors, le message de cette deuxième partie, c'est que ces systèmes n'étant pas contraints par la thermodynamique usuelle, on a une phénoménologie qui est plus riche. Par exemple, de l'autopropulsion et de la répulsion, ça suffit à créer de la matière condensée, une phase liquide, avec un mécanisme qu'on appelait Motility Induced Phase Separation. C'est un système qui est hors d'équilibre thermique, c'est-à-dire que son état stationnaire n'est pas PE puissance moins bêta V, où V serait l'interaction entre particules. Et donc, il y a des choses qui sont possibles, qui n'étaient pas possibles à l'équilibre. Néanmoins, des concepts de physique d'équilibre, comme les énergies libres, restent utiles, et on a au moins des mappings partiels vers un système d'équilibre. Dans les 10 minutes qui restent, je vais maintenant parler de quelque chose qui est fondamentalement hors d'équilibre, et où là on ne pourra plus vraiment se ramener avec des concepts d'énergie libre, qui est le mouvement collectif. Donc, le mouvement collectif, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité qu'ont un grand groupe d'individus à se déplacer de manière cohérente sur des échelles très grandes devant la taille typique d'un individu. Donc c'est quelque chose qu'on observe dans la nature à toutes les échelles. Ici, vous voyez une nuée d'oiseaux, un banc de poissons, un troupeau de moutons. C'est aussi des choses qu'on voit au niveau microscopique. Donc là, c'est des clusters de myxobactéries qui sont étudiés par Fernando Peruani à Nice. Là, pareil, dans la migration cellulaire, vous avez des migrations collectives. C'est aussi des choses qu'on peut voir dans des systèmes synthétiques. Donc là, c'est une image d'une expérience réalisée à l'ESPCI dans le groupe d'Olivier Dauchot, où, pareil, vous avez des mouvements collectifs de disques vibrés asymétriques sur des échelles grandes devant la taille du disque. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces questions, ce n'était pas vraiment d'étudier chacun de ces systèmes en détail, mais d'essayer de comprendre est-ce qu'il y avait un cadre un peu générique qui permettait de comprendre pourquoi on observait des mouvements collectifs, quels en étaient les ingrédients minimaux, est-ce que l'émergence de ces comportements collectifs, comme dans la physique d'équilibre, on peut y réfléchir en termes de transition de phase, est-ce qu'on a de l'universalité, etc. Donc ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a commencé nous, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que les gens s'y intéressent, et ceux qui ont vraiment suscité l'intérêt chez les physiciens, c'est Vicek et ses collaborateurs, qui ont introduit un modèle très simple de particules autopropulsées ponctuelles en 2D, qui montrent des mouvements collectifs. Donc qu'est-ce que c'est que ce modèle? Vous avez n particules, vous allez toutes les mettre à jour en parallèle, et la règle de mise à jour d'une particule est la suivante. Vous choisissez une particule, vous regardez dans un petit voisinage autour d'elle et vous calculez l'orientation moyenne des particules dans ce voisinage. Et vous avez un premier mouvement qui est que votre particule va s'aligner avec cette direction moyenne et faire une petite erreur, état. Et la deuxième partie de la mise à jour de la particule, c'est qu'elle va avancer. Donc vous faites ça pour tout le monde en parallèle. Et ce que vous observez, c'est une transition entre un état désordonné, où chacun va dans sa direction propre, et un état ordonné, avec un ordre à longue portée, ce qui en 2D aurait été impossible pour un système à l'équilibre,
où tout le monde se déplace en moyenne dans la même direction. Donc il a fallu 10 ans, au début les gens pensaient que c'était une transition de phase critique, continue. Il a fallu 10 ans pour qu'on réalise que cette transition, c'est en fait une transition du premier ordre, et qu'entre l'état désordonné et l'état ordonné, existe un état ici où vous avez des bandes denses qui se propagent. Les paramètres de contrôle, c'est quoi? Essentiellement, c'est le bruit et la densité. Donc si le bruit est très grand, vous êtes mauvais à vous aligner, vous n'allez pas réussir à tous bouger ensemble, vous êtes désordonnés. Si la densité est très basse, il n'y a personne autour de nous avec qui s'aligner, donc à nouveau on n'arrive pas à s'y aligner. Et pour passer de l'état désordonné à l'état ordonné, il faut baisser le bruit et ou augmenter la densité. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu 10 ans pour que les gens réalisent ça? Parce que c'est des systèmes qui sont très simples à définir, très simples à simuler, mais qui ont des effets de taille finie très importants. Et donc il faut vraiment des gens qui sont des experts en termes de simulation numérique pour aller étudier correctement ces systèmes et donc découvrir que ces systèmes étaient du premier ordre. Néanmoins, la découverte du fait que ce système était du premier ordre n'a pas beaucoup aidé à comprendre ce qui se passait dans cette transition. C'est-à-dire qu'on n'avait quand même pas un cadre clair, le scaling du paramètre d'ordre était compliqué, il y avait des gens qui disaient que pour certains paramètres, on gardait une transition continue. Et hélas, les approches analytiques n'ont pas vraiment servi à clarifier la situation parce qu'on peut construire des équations hydrodynamiques pour ces systèmes, soit phénoménologiquement, soit en faisant le coarse graining à la main, mais on a des expressions tellement compliquées que ce n'est pas facile de les résoudre ni d'en faire quoi que ce soit. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé dans ces questions, c'était que depuis le début, les gens parlent du modèle de Levitchek comme un modèle XY actif. Effectivement, c'est comme un spin d'Heisenberg continu, on a de l'alignement et puis on a de l'activité parce que les spins avancent. Néanmoins, c'est très différent d'un modèle XY actif, il n'y a pas de réseau, c'est une interaction un peu bizarre, il y a de la mise à jour en parallèle. Et donc le sujet de thèse que j'avais donné à Alexandre Solon initialement, c'était est-ce que tu pourrais prendre le modèle XY et le rendre actif, faire bouger les particules? Puis en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était compliqué et que, même de manière plus simple, le modèle d'Ising actif n'avait pas été fait. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans un premier temps. Alors, comment on fait un modèle d'Ising actif? On prend des particules qui portent un spin, plus ou moins, et on veut un modèle de mouvement collectif. Donc, il faut que le spin de la même manière que la direction des particules dans le modèle Levitchek donne la direction de saut, il faut que nos plus ils aient dans une direction, les moins dans une autre. Donc ce qu'on a choisi comme règle, c'est que nos particules plus, elles font une diffusion au bas symétrique. Par contre, les plus vont vers la droite et les moins vont vers la gauche. Donc le spin donne une forme d'autopropulsion. Et ensuite, on doit aussi ajouter de l'alignement pour avoir nos deux ingrédients d'un modèle de mouvement collectif, autopropulsion et alignement. Et là, c'est facile parce qu'on a un modèle d'Ising, donc on prend simplement une règle de Glauber. Donc nos taux de saut d'une particule plus vers moins, c'est on regarde l'aimantation locale, et puis si par exemple l'aimantation locale elle est positive, le taux de passer de plus à moins va être très bas, par contre si c'est négatif, ça va être grand. Alors je suis volontairement flou sur les détails du modèle parce qu'ils ne sont pas importants. Si vous définissez ce modèle sur réseau ou sur un espace continu, si vous faites des interactions sur site, sur réseau ou plus proche voisin, vous voyez toujours la même phénoménologie que je vais donc vous présenter. Donc ça, c'est un modèle qui est plus simple que le modèle Levitchek, parce que j'ai remplacé une symétrie continue par une symétrie discrète. La question qu'on se posait, c'était est-ce que la phénoménologie allait rester la même? Et la réponse, c'est oui. Donc ici, vous voyez, à nouveau, on a deux paramètres de contrôle. La température qui contrôle l'efficacité de l'alignement, c'est le bruit dans Levitchek, et la densité, qui est simplement le nombre de particules dans le système. Donc ça, vous avez le diagramme des phases température-densité. C'est un ensemble canonique. À haute température, basse densité, vous avez un gaz désordonné. Donc là, ce que je vous montre, c'est en bleu le champ de densité, en vert le champ d'aimantation, qui est moyenné dans la direction dans laquelle les particules sautent de manière symétrique. C'est-à-dire que ça, c'est un snapshot en 2D. Les particules diffusent symétriquement comme ça, et puis les plus vont vers la droite et les moins vont vers la gauche. On a toujours des configurations qui sont invariantes par translation suivant Y, et donc on moyenne les configurations pour obtenir ces champs ici. Donc à basse densité, haute température, vous avez un gaz désordonné, une densité homogène et une aimantation homogène et nulle.
À basse température, l'alignement est très efficace. Haute densité, on observe un liquide ordonné. Donc à nouveau, on a une densité homogène, une aimantation homogène, mais cette fois-ci non nulle. Donc là, toutes les particules vont en moyenne vers la droite. Et puis entre les deux, on a ce qu'on appelle une phase de coexistence, où vous avez une bande de liquide qui est ordonnée et qui se déplace, qui voyage dans un fond gazeux. Donc on prend des conditions au bord périodiques en général. Une bonne manière de comprendre ce qui se passe dans ce système, c'est de partir des phases homogènes et soit de baisser la température pour tomber dans la région de coexistence, soit de démarrer du liquide et de faire la même chose. Donc là, je vais vous montrer deux petites vidéos. La première, je démarre dans l'état désordonné, l'aimantation moyenne est 0, et je baisse la température. Donc ce que vous voyez, c'est que très rapidement, je forme plein de petits clusters, soit de particules vertes qui vont vers la droite, soit de particules roses qui vont vers la gauche. Et ensuite, on a un phénomène de coarsening. Donc les clusters se battent les uns contre les autres. Et au temps long, on en a d'abord deux, et puis, in fine, il ne peut en rester qu'un. C'est pas facile de deviner qui va gagner, mais ça va arriver bientôt, j'espère. Voilà. Donc là, on arrive sur ce qui sera la configuration la plus probable, qui est une bande qui se propage vers la droite. Alors, ce qui est intéressant dans ce système, c'est que le gaz et le liquide n'ont pas la même symétrie. Le gaz est désordonné et le liquide est ordonné. Donc, quand on fait des trempes depuis l'un ou l'autre, on ne voit pas la même chose. Là, j'ai démarré d'une configuration qui est ordonnée. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'au début, donc, tout le monde est vert, tout le monde est content, va vers la droite. Je monte la température pour tomber dans la région de coexistence. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et on voit qu'à nouveau, on forme plein de petites gouttes, mais cette fois-ci, elles vont toutes dans le même sens. Il va à nouveau y avoir un processus de coarsening. Et au temps long, à nouveau, il ne peut rester qu'une bande. Alors là, les interactions sont assez différentes. Ce n'est pas des collisions, c'est que cette bande va perdre de la matière qui va être mangée par celle qui est derrière. Donc là, on a quelqu'un qui a disparu. Là, il ne reste plus que deux bandes, celle-là et celle-ci. Donc là, c'est facile de savoir qui va gagner. Et voilà, une fois qu'on a eu notre coalescence, cette bande relaxerait assez rapidement vers une bande toute droite. Donc, on parle de gaz, de liquide, de région de coexistence. Si j'utilise le langage de la transition liquide-gaz d'équilibre, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ce système, la transition vers le mouvement collectif se comprend beaucoup mieux comme une transition liquide-gaz que comme une transition hors désordre. Comme à l'équilibre, on va avoir, en fonction de là où on fait un quench, soit de la nucléation, soit une décomposition spinodale. On a des boucles d'hystérésis, c'est-à-dire si je monte et je baisse la température, on va avoir au voisinage nodal des boucles d'hystérésis. Quand je suis dans la région de coexistence, pour trouver la composition de mon système, je vais simplement avoir un liquide à cette densité et un gaz à cette densité, et la largeur de ma goutte liquide sera donnée par une règle du levier. Donc vraiment, mis à part le fait que le système est hors d'équilibre et que le liquide se déplace, ce qui est quand même quelque chose d'important, on a, et mis à part le fait que la forme du diagramme des phases est atypique, on a un scénario de type liquide-gaz comme à l'équilibre. Alors un truc qui est pas mal dans ce modèle d'Ising actif, c'est qu'en faisant une théorie quasiment champ moyen, le champ moyen ne marche pas, mais on peut le corriger pour qu'il marche, tout peut se comprendre en manière analytique, on peut construire des théories hydrodynamiques, calculer les profils de bandes qui se propagent, leur vitesse, etc. Donc on était content quand on avait fait ça, parce qu'on avait un cadre assez simple pour comprendre la transition vers le mouvement collectif dans ce modèle. Mais la question, c'était, est-ce que ce scénario il est pertinent aussi pour le modèle de Levitchek ou simplement pour le modèle d'Ising actif? Donc on a démarré une collaboration avec Hugues Chaté pour aller regarder dans le modèle de Levitchek qu'est-ce qui survivait de notre scénario. Alors, ce que les gens avaient calculé avant, c'était simplement l'apparition de l'ordre, qui est quand on passe du gaz à nos bandes homogènes. On a complété ce diagramme des phases par la transition entre les états non homogènes et l'état ordonné homogène, l'état liquide. Et effectivement, on récupère un diagramme des phases qui a à nouveau cette forme qui ne ressemble pas à un diagramme liquide-gaz d'équilibre, mais qui a par contre la même topologie que celui de Active Ising.
Donc la similarité ne s'arrête pas là. À nouveau, on a une règle du levier, on a des bouts d'hystérésis, on peut comprendre les scalings du paramètre d'ordre que les gens ne comprenaient pas avant. Donc tout semble marcher exactement comme dans ActiveEasing, sauf le plus important. Et le plus important, c'est la région inhomogène. Quand vous essayez de comprendre un vol d'oiseaux, vous n'avez pas au-dessus de vous un ciel uniforme avec des oiseaux qui ont un ordre par longue portée et se déplacent, vous avez une bande. Donc cette région non uniforme, c'est celle qui est probablement la plus pertinente pour essayer de comprendre l'apparition du mouvement collectif dans des vrais systèmes. Et si on compare Ising et Vitschek dans cette région, on voit des choses qui sont différentes. Dans Ising, si je démarre avec une densité ρ1, ici, et que j'augmente la densité, ma bande liquide va simplement devenir plus large. C'est le scénario liquide-gaz classique. Si je change ma densité, bon, je vais simplement augmenter la taille de la phase liquide. Dans Vitschek, quand je vais passer ici et augmenter ma densité, je ne vais pas avoir des bandes plus larges, mais là où j'avais 2 bandes, je vais en avoir 6. Donc là, j'ai des bandes qui sont infinies dans la direction au bas, et qui, par contre, dans la direction gauche-droite, ont une taille finie. Et ce qui va être extensif dans la limite thermodynamique, ou à haute densité, c'est le nombre de bandes, et pas leur taille. Et donc, la séparation de phase du modèle d'Ising, elle est remplacée par une séparation en microphase dans le modèle de Vitschek. Alors ça, on était un peu surpris quand on a vu ça. On a mis beaucoup de temps pour essayer de comprendre ce qui se passait, de vérifier si numériquement, c'était vraiment ce qu'on observait. Et quand on en était sûr, on s'est dit qu'il il fallait qu'on essaie de le comprendre, et donc on allait faire ce que tout le monde faisait, c'est-à-dire on allait regarder les équations hydrodynamiques pour Ising, pour Vitschek, et puis les équations de Ising auraient des solutions séparées de phase en solution propagative, et puis Vitschek, on aurait des trains de solitons. Donc ça, c'était ce qu'on voulait faire. Donc pour Ising, construire les équations hydrodynamiques, c'est assez simple. Elles sont écrites ici. On a 2 champs hydrodynamiques, la densité et l'aimantation. On peut comprendre assez simplement l'origine de chacun des termes. En noir, vous avez les termes de diffusion, simplement dû au fait qu'on a des sauts qui sont stochastiques. Sur le champ d'aimantation, en bleu, on a quelque chose qui rappelle une théorie de Phi4 à la Landau, qui est simplement le terme d'alignement d'Ising. Et la seule chose qui est un peu nouveau, c'est ces termes en rose qui disent que c'est meilleur d'équilibre et qui sont liés à l'autopropulsion des particules. On peut construire le même genre d'équations pour Vitschek, elles sont beaucoup plus compliquées. Ce qu'on a choisi de faire, c'était en fait simplement de regarder l'impact de la dimension du paramètre d'ordre, puisque finalement c'est ce qui change entre Ising et Vitschek, sur ces équations. Et donc on remplace un m scalaire par un m qui est vectoriel. Et donc on passe de Ising à Heisenberg. Et donc la question, c'était de savoir, ces équations et ces équations, quelles sont leurs solutions propagatives. Et donc c'est des travaux qu'on a fait en collaboration avec Denis Barthelot et Jean-Baptiste Cossin, son thésard. Et la surprise qu'on a eue, c'est de voir que ces équations scalaires ou vectorielles, mais également les équations plus compliquées du modèle de Vitschek, elles avaient les mêmes familles de solutions. D'abord, elles ont une famille de solutions, c'est-à-dire que celle-ci, comme celle-là, acceptent comme solution propagative à la fois des solutions qui sont séparées de phase et des solutions qui sont séparées en microphases, c'est-à-dire des réseaux de bandes périodiques. Donc là, on était assez surpris et on était aussi assez inquiets parce que ce qui pourrait se passer, c'est que ce qui lève la dégénérescence et ce qui sélectionne une chose dans Ising ou une chose dans Vitschek, ce soit des détails microscopiques de ces systèmes, et donc ce serait dire au revoir à l'universalité. Mais en fait, ce n'est pas ça ce qui se passe, c'est que pour comprendre ce qui se passe dans ces systèmes, il manque un seul ingrédient, qui est le bruit, ici. Donc si vous complétez ces équations par un petit bruit scalaire sur l'aimantation, un petit bruit vectoriel ici, vous allez récupérer les mêmes comportements que dans les modèles microscopiques. Donc là, vous avez des instantanés de simulation de ces équations dérivées partielles stochastiques. Dans le cas scalaire, on démarre avec un système qui est séparé de phase, on garde un système qui est séparé de phase. Dans le cas vectoriel, on part d'une bande qui est métastable, mais qui va, au fur et à mesure que le temps passe, se casser. Donc là, vous voyez un peu la difficulté numérique. C'est des systèmes qui sont grands quand même, 2000 x 2000. On a des densités qui sont hautes et il faut les simuler sur des temps qui sont longs pour voir cette brisure. Si maintenant, au lieu de simuler l'équation stochastique, je simule le modèle microscopique, à nouveau, on a une bande, on démarre avec un système qui est séparé de phase, c'est métastable, donc ça c'est Vitschek, ça va rester longtemps,
Mais au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a des trous qui se nucléent dans cette bande, qui va se casser. Et à la fin d'un temps qui est trop long, on va accélérer la vitesse bientôt, voilà. Là, on avait une bande, 2 bandes, 3 bandes, 4 bandes, n bandes, et on va finir avec un arrangement spectique, c'est-à-dire qu'on a plein de bandes comme ça parallèles, et toutes les particules qui vont, ici, je dois vers la droite d'ailleurs. Et donc, le message, c'est que les équations hydrodynamiques, elles vous prédisent l'existence d'une très grande famille de solutions, et ce sont les fluctuations qui sélectionnent les bonnes solutions pour comprendre, pour bien rendre compte de ce qu'on a dans le modèle microscopique. Donc, la conclusion de cette partie, avant d'avoir une conclusion générale, c'est que la transition vers le mouvement collectif, elle se comprend très simplement comme une transition liquide-gaz, et que la principale différence avec le liquide-gaz à l'équilibre, c'est que le gaz et le liquide ont des symétries qui sont différentes. Et ça a une conséquence fondamentale sur la forme du diagramme des phases. Ça, c'est le diagramme des phases que Bernard dessinait tout à l'heure à l'équilibre avec son point critique. Et ça ne peut pas être la forme du diagramme des phases de système, parce que sinon, je pourrais passer continuellement du gaz au liquide en passant par la région supercritique. J'ai un gaz désordonné, un liquide ordonné, j'aurais changé la symétrie de mon système sans croiser de transition de phase, ce n'est pas possible. Et donc, l'astuce qu'a trouvée Dame Nature pour nous empêcher de faire ça, c'est de prendre le point critique et de l'envoyer à une densité infinie. Et c'est pour ça que vous avez cette forme un peu bizarre de diagramme des phases. C'est un argument qui est très robuste parce que c'est un argument de symétrie. Et effectivement, si vous allez regarder le diagramme des phases de particules nématiques autopropulsées ou de particules polaires autopropulsées qui s'alignent avec un élément nématique, vous avez à chaque fois la même forme de diagramme de phase parce que c'est simplement une contrainte de symétrie. Au niveau des modèles qu'on a regardés, on a vu 2 classes d'universalité, au sens où si on modifie les systèmes un petit peu, ils restent dans ces classes. Mais par contre, quand on change des choses plus importantes, comme leur symétrie, on passe d'une classe à l'autre. Dans la classe du modèle d'Ising, on a une séparation de phase, tandis que dans la classe du modèle XY, on a une séparation en microphase avec des bandes de taille finie. Alors, est-ce que ça nous apprend quelque chose sur les vols d'oiseaux? Probablement pas, parce que c'est des modèles beaucoup trop simples. Néanmoins, si on regarde des systèmes expérimentaux plus simples que les oiseaux, on peut voir des choses qui ressemblent à chacune de ces 2 phases. Donc ça, c'est un film issu d'une expérience de Denis Barthelot à Lyon, où vous avez des colloïdes autopropulsés qui s'alignent avec des interactions électrostatiques et hydrodynamiques. Et donc là, vous avez un gaz désordonné, et puis vous avez une grande bande macroscopique qui arrive et qui se déplace dans ce système. Donc ça ressemble plutôt au scénario Ising, même s'ils n'ont pas encore caractérisé complètement ça pour le montrer. Ça, c'est un film qui a été réalisé dans le groupe d'Andreas Bausch à Munich. Donc là, c'est des filaments d'actine qui sont autopropulsés par des moteurs moléculaires et qui s'alignent sous l'effet d'interaction hydrodynamique. Et à nouveau, vous avez des régions où vous voyez une dynamique désordonnée, et puis vous avez ces bandes denses ordonnées. Et donc là, ce qu'ils ont appelé des density waves, ça ressemble à ces bandes de taille finie du modèle de Vicek. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. Donc voilà, je vais conclure avec ça, en espérant vous avoir convaincu que la matière active, c'est un domaine dans lequel il y a plein de choses intéressantes qui se passent, avec des phénoménologies, des mécanismes nouveaux qui peuvent redonner des choses anciennes, comme par exemple les fluides répulsifs. Notre intuition est souvent mise à mal, par exemple sur les questions de pression, où c'est assez dur de faire des prédictions et de ne pas se tromper. Il y a des nouveaux phénomènes collectifs qu'on ne voit pas à l'équilibre, comme par exemple le mouvement collectif. Et là, je vous ai présenté des choses très, très abstraites, mais il y a aussi tout un tas d'applications concrètes derrière. Donc là, je remets l'image de la roue qui tourne. Donc ça, c'est des images de manip. Hein. Vous avez une vraie manip, là, vous avez un banc de bactéries, et vous avez cette roue qui tourne. Et dans le papier, Roberto Di Leonardo et ses auteurs disaient, bon, bah, finalement, c'est une nouvelle source d'énergie, etc. Bon, alors, moi, au début, quand j'avais lu ça, je trouvais qu'ils exagéraient un petit peu, parce qu'une bactérie, ça met une force qui est de l'ordre du piconewton, donc on ne va probablement pas faire se déplacer beaucoup de voitures avec ça. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais tort de me moquer, parce que si on pense à la phrase d'Alphonse Allais qui dit que il faut prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche des pauvres. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de pauvres. C'est la même chose, et donc ce que font nos gouvernements avec la TVA, par exemple. C'est la même chose ici. C'est-à-dire que certes, les bactéries, vous n'en tirerez pas grand-chose, mais des bactéries, il y en a partout, qu'on le veuille ou non.
Donc si on arrive à en extraire quoi que ce soit, ce sera quelque chose de très utile. Donc maintenant, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule et je pense que c'est des directions de recherche qui sont très intéressantes. Avec ça, je vous remercie pour votre attention.